charte de recherche et de développement technologique. La bataille des hypermarchés continue autour du projet d'ouverture les dimanches. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Grande soirée de football européen et très belle réussite pour les Nantais. Ils viennent de franchir brillamment le cap du deuxième tour. Pour leur match retour contre les Yougoslaves, ils ont battu le Partizan de Belgrade 4-0. Daniel Leclerc. Seul rescapé français sur l'échiquier européen, Nantes ne manquait pas de partisans pour affronter ceux de Belgrade. Histoire de se rassurer, les Nantais ont très vite confirmé les belles promesses du match aller. Centre d'Ayache, reprise de Buruşaga. C'est le premier but nantais, on en restera là pour la première période. Un but qui donne totalement confiance aux Nantais. Dès la reprise, ce sont eux qui se mettent encore en évidence. Contrôle de Buruşaga pour Amis, un manque de vigilance des défenseurs yougoslaves et 2-0 pour Nantes. Un but superbe de Loïc Amis que le ralenti nous fait mieux apprécier. À 2-0, la cause est entendue, mais Nantes y ajoute le panache. Le troisième but est un chef-d'œuvre dont le héros n'est autre que Vincent Brasigliano. Un exploit que l'on ne se lasse pas de voir, plein de maîtrise technique, tacle, grand pont, crochet et but. C'est du grand art. Le quatrième but de Loïc Amis vient confirmer les ambitions nouvelles de Nantes dans une rencontre qui avait un parfum de France-Yougoslavie. Reste maintenant aux Bleus de suivre la voie des Nantais pour voir la vie en jaune. Alors il y avait d'autres matchs et parmi les autres équipes qualifiées cet après-midi, la Juventus de Turin qui a gagné son match retour contre Vérone 2-0. L'ambiance de ce match du reste était très particulière puisqu'il se disputait à huis clos, sans public. Le terrain de la Juventus en effet est suspendu depuis la tragédie du Heysel. Le premier but, vous le voyez, il a été marqué en première mi-temps par Platini, un but sur penalty. Et puis un deuxième point pour Turin. Juste après la reprise, un but marqué ici par l'avant-centre Serena. Changement spectaculaire, mais sans doute purement formel. À la tête de l'État polonais, le général Jaruzelski a officiellement abandonné aujourd'hui la présidence du Conseil des ministres, mais sur le fond, cela ne change pas grand-chose, car il continue de tenir les leviers essentiels du pouvoir en Pologne. Memona Afedje-Interman. Dorénavant, la définition des fonctions du général Jaruzelski sera plus conforme au modèle du bloc de l'Est. Le général dirigera le parti et non plus le gouvernement. En fait, cette nuance est purement formelle et les membres du comité central réunis pour entendre cette modification le savent bien, c'est le parti qui prendra toujours les décisions. Le nouveau Premier ministre, c'est Zbigniew Mezner, jusqu'alors vice-premier ministre chargé de l'économie. L'armée, l'autre pilier du système avec le parti, reste donc sous la direction du général Jaruzelski. Ses pouvoirs de président du comité de défense du pays, c'est-à-dire la plus haute instance militaire, ont été accrus en 1983. Deux tâches attendent le général, renforcer le parti, installer la normalisation. Premier visé, Lech Walesa. Des policiers ont fait irruption à son domicile aujourd'hui et l'ont contraint à subir un examen médical. Pour le moment, la normalisation ressemblerait plutôt à une stabilisation. L'opposition, regroupée autour de Solidarité, résiste. L'amnistie était promise. Or, plusieurs personnes ont été arrêtées ces dernières semaines. Au Chili, une nouvelle manifestation contre le régime du général Pinochet. Elles ont commencé hier, se poursuivent aujourd'hui et se sont déjà traduites comme d'habitude par des affrontements avec la police. Il y a eu plusieurs dizaines de blessés et de nombreuses arrestations. Francine Raymond. C'est le commandement national des travailleurs qui a appelé à cette nouvelle protesta. Le CNT, dont le leader est en prison depuis la protesta du mois de septembre dernier, où 10 manifestants avaient été tués par balle. Dans sa prison, Rodolfo Schwegel observe une grève de la faim depuis une semaine. Dans les rues aujourd'hui, les manifestants ont demandé sa libération. Une protesta qui s'est soldée par une centaine d'arrestations. Devant le palais présidentiel de la Moneda, les carabiniers ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour repousser les manifestants. Sur le campus de l'université catholique, un étudiant a été blessé grièvement par balle. Une protesta qui a, semble-t-il, moins mobilisé que les précédentes. Cela s'explique peut-être par une certaine lassitude des Chiliens, appelés régulièrement à manifester.
Au sein de l'opposition au régime militaire du général Pinochet, il y a actuellement un débat entre ceux qui sont pour multiplier ce type de manifestation et ceux qui, au contraire, préfèrent attendre que le général Pinochet quitte le pouvoir, comme il a promis en 89. Le projet Eureka commence de prendre cette fois une tournure concrète. Les ministres des 18 pays européens qui viennent de se réunir à Hanovre ont adopté aujourd'hui une charte qui définit précisément le fonctionnement de cette coopération technologique européenne dont la France a lancé l'idée il y a quelques mois. 8 projets présentés par des industriels ont déjà été adoptés et 6 de ces projets sont français. Et parmi eux, une recherche sur le traitement des eaux proposée conjointement par la Lyonnaise des Eaux et par une firme danoise. Il s'agit précisément de la fabrication de ces petites pastilles qui sont des membranes qu'on utilise comme filtre ou encore de ces fibres synthétiques qui sont fines comme des cheveux et qui du reste ressemblent fort à des cheveux blonds. Eh bien, elles permettent ces fibres de dessaler l'eau de mer. Daniel Durandet est allé observer ces recherches de plus près. Filtrer l'eau et la rendre potable sans employer de réactifs chimiques. C'est l'objet des recherches les plus en pointe menées dans ce laboratoire de la Lyonnaise des Eaux de Colombes près de Paris. Grâce à des membranes minérales comme celle-ci, on peut traquer désormais la moindre particule, la moindre molécule contenue dans l'eau. Par microfiltration, on a pu éliminer des grains microscopiques en suspension comme l'argile ou le sable. Puis, en diminuant encore la porosité des filtres contenus sur les parois internes de ces canalisations, on est parvenu à isoler bactéries et virus de l'eau que vous buvez tous les jours. Aujourd'hui, c'est le monde de l'ultrafiltration permettant de séparer les impuretés de la taille d'une simple molécule organique. Nec plus ultra des produits de synthèse dans la matière, cette fibre de l'épaisseur d'un simple cheveu d'enfant. C'est une micro-usine transformant l'eau de mer en eau potable. Nous avons 2 buts. Le premier but, c'est de réduire autant que faire se peut la quantité de réactifs que l'on utilise par exemple pour l'eau potable. Et c'est d'arriver aussi à des usines qui vont être de plus en plus compactes, de taille de plus en plus réduite. De plus, ce que l'on pense pouvoir arriver à faire aussi, c'est de faire des traitements des eaux potables, mais aussi des traitements des eaux résiduaires. Pour développer ces produits de l'an 2000, la Lyonnaise des Eaux va s'allier dans le cadre d'Eureka au danois DNS pour la réalisation de membranes encore plus performantes. Triple avantage pour cette société française, des fonds débloqués par les États pour la recherche fondamentale, la confrontation du savoir-faire entre 2 spécialistes européens et surtout le label Eureka, donnant aux produits primés un label de savoir-faire international. Invité de Soir 3, Henri Hubert-Curien, le ministre français de la Recherche et de la Technologie, qui bien sûr participait à cette conférence d'Eureka à Hanovre. Il est en compagnie d'Henri Loret. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, Eureka, c'est parti. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que Eureka, c'est une réponse à la percée technologique et commerciale des Américains notamment et des Japonais, et une réponse européenne, bien sûr? Oui, c'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Nous voulons, en groupant nos forces technologiques, nos forces d'invention, nos forces de réalisation en Europe, aller plus loin et plus vite que nous le faisons actuellement. Déjà, nous avons, vous le savez bien, ne serait-ce que le succès de Rita annoncé aujourd'hui, nous avons toutes nos chances sur les marchés. Il n'y a absolument rien inscrit dans l'histoire qui dise que l'Europe doive décliner dans les 10, dans les 20 ans qui viennent. Technologiquement, nous avons toutes nos chances. Encore faut-il nous organiser au mieux. Et c'est cette organisation que nous avons voulu faire avec le programme Eureka. C'est donc une réponse tout à fait politique, mais qui dépasse largement le cadre du marché commun, puisqu'il y a 18 pays qui sont concernés. Oui, c'est ça. Nous avons voulu faire une grande Europe de la technologie. Vous voyez, quand on pense à l'Europe de la technologie, il serait un peu ridicule, à mon sens, d'éliminer des pays aussi avancés dans les grandes industries que la Suède, la Suisse et quelques autres. Mais la Turquie, Ah oui, mais le dès Portugal. l'instant qu'on fait l'Europe, il faut faire l'Europe, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, pour l'instant, la Turquie n'a peut-être pas beaucoup d'industries très avancées, mais la Turquie est en train de se moderniser. Le Portugal, eh bien, vous citez le Portugal, mais nous avons déjà proposé un projet Eureka qui implique une industrie portugaise. Est-ce qu'on a les moyens, monsieur le ministre? Je parle notamment sur le plan financier, parce que l'initiative de défense stratégique du président Reagan se voit dotée de, je crois, 27 milliards de dollars de budget. Est-ce que nous, Européens, les 18 Européens que vous avez cités, est-ce que nous avons les moyens de répondre à ce défi technologique, certes, mais surtout financier?
Écoutez, il y a une question d'argent, c'est clair, mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Vous citez 27 milliards de dollars, bon, ce n'est pas 27 milliards de dollars en un an, c'est étalé sur un assez grand nombre d'années. D'autre part, c'est 27 milliards qui doivent être dépensés dans toutes sortes d'industries, essentiellement aux États-Unis, remarquons-le, hein, et ce n'est pas 27 milliards inventés, c'est des milliards que les Américains vont retrouver par un certain redéploiement. Donc, nous ne nous laissons pas absolument bluffer par des chiffres comme cela. L'Europe a une population globalement supérieure à celle des États-Unis. Nous avons un niveau d'éducation qui est très élevé. Je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas aussi bien si nous savons nous unir. Quelle est la différence, Monsieur le ministre, entre la guerre des étoiles, le projet IDS américain, et puis Eureka? Alors, il y a des différences considérables. C'est que le projet IDS américain, c'est un projet militaire. De plus, comme on vient de le dire, il est américain. Eureka, c'est un projet civil et qui est européen. Vous voyez, le projet IDS, il a pour but de faire un système de défense contre des armes qui viendraient toucher les États-Unis. Nous, dans Eureka, ce n'est pas du tout un problème de défense militaire que nous pensons, c'est un problème de défense économique. Vous voyez, le but est vraiment d'amener l'Europe dans les années qui viennent au plus haut niveau technologique possible, le plus vite possible, pour répondre à la concurrence le mieux possible. Mais quand on développe des technologies nouvelles, très avancées, on fait de la stratégie, c'est un peu militaire de toute façon. Oh oui, bien sûr, si vous l'entendez comme ça. Et puis alors, vous pouvez dire aussi que celui qui sait faire des très bons lasers civils pourra s'en servir aussi pour certaines applications militaires, c'est vrai. Mais l'idée d'Eureka n'est pas une idée militaire, c'est vraiment l'économie de nos pays, c'est l'idée de base qui nous a guidés. Qui va payer, Monsieur le ministre? Ah ben, qui va payer? De toute façon, ces projets tels que nous en avons défini une dizaine aujourd'hui, et nous en avons encore dans la poche pour les semaines qui viennent de quelques dizaines, et puis ensuite ça fait boule de neige, tout ça. Eh bien, ces projets viennent de suggestions des industriels. Nous y tenons beaucoup, n'est-ce pas? Ce n'est pas des projets inventés par des bureaucrates, c'est la nécessité ressentie par les industriels de se grouper. Donc, à ces frais de développement de recherche, les industriels eux-mêmes, naturellement, participeront pour une bonne part. Et puis, quand c'est très risqué, il est naturel que les États y participent. Alors, nous avons dit, nous, Français, que nous réserverions, dans l'année 86, 1 milliard de francs. Et aujourd'hui, dans la réunion que nous avons eue à Hanovre, j'ai eu le plaisir de constater qu'aucun des 18 États n'a dit qu'il n'était pas en mesure d'aider aussi ces industriels. Monsieur Curien, merci. Encore une mission accomplie pour la navette américaine Challenger. Elle a atterri cet après-midi sur la base d'Edwards, en Californie. Et c'était cette fois l'occasion pour la NASA de tester un nouveau système de freinage. Le précédent posait des problèmes à chaque atterrissage, ou à peu près, et c'est d'ailleurs ce qui oblige la navette à atterrir en Californie alors qu'elle est lancée de Floride. Si le nouveau système donne satisfaction, l'un des prochains vols pourrait atterrir directement à Cap Canaveral. En France, le projet de loi sur la limitation du cumul des mandats a été adopté ce matin par le Conseil des ministres. Il reste maintenant aux députés et aux sénateurs à se mettre d'accord sur ce texte. Et s'ils y parviennent, les uns et les autres devront se limiter à l'avenir à un seul mandat supplémentaire, par exemple celui de député européen ou de conseiller régional. La bataille continue entre les grandes surfaces à propos de l'épineux problème de leur ouverture le dimanche. 2 sociétés d'hypermarchés viennent de publier des sondages démontrant que la clientèle est très favorable à cette ouverture. Mais, en même temps, les hypermarchés ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les modalités. L'un proposait hier un tour de garde, comme pour les pharmacies, et un autre a répondu aujourd'hui qu'il n'en était pas question. Hubert Coudurier. Ouvrir le dimanche, lointain souvenir aux États-Unis où les hyper tournent 24 heures sur 24, ainsi qu'au Japon. En Europe, l'Angleterre s'y met. En Allemagne comme en France, ça bloque encore. Et pourtant, selon le sondage de l'IFOP réalisé pour Continent, qui n'a pas renouvelé son expérience, 84% des Français y sont favorables. 60% d'entre eux estiment qu'ils n'ont pas le temps de faire leurs courses pendant la semaine. À l'évidence, la demande existe. Continent a donc trouvé du personnel pour y répondre. Je pense que c'est une évolution inéluctable, mais qu'elle se fera essentiellement dans les très grandes villes, dans des sites où les populations ont des genres de vie tels, des difficultés de transport telles, une gestion du temps telle, qu'elles seront contentes de trouver des magasins disponibles pour les accueillir le dimanche. On a donc trouvé des gens qui n'ont pas de travail aujourd'hui, des gens dont le mari ou la femme travaille déjà,
des gens qui comprennent également que c'est dans l'air du temps, et puis des gens effectivement qui n'y seraient peut-être pas très favorables, mais qui, faute de mieux, sont prêts à s'adapter. Alors pourquoi une telle hostilité syndicale? Selon le même sondage, le petit commerce n'est guère en cause. 90% des clients s'étant déplacés à continent sont en effet des habitués des grandes surfaces. Ce que rejettent les syndicats à travers le maintien du repos dominical, c'est en fait une flexibilité incontrôlable. Les salariés sont, je dirais, assujettis à des postes de travail d'une manière rationnelle. Et on les emploie notamment par le biais du travail à temps partiel dans des créneaux d'heures, de moments où il y a de la clientèle. Donc on ne créera pas des emplois, on va dispatcher en quelque sorte les postes de travail, les rationaliser encore davantage, mais c'est tout ce que ça va donner. Et pour les quelques petits emplois qui sont créés, c'est peut-être des gens qui ont déjà du travail toute la semaine et qui iront, pour une raison qui leur est propre, travailler le dimanche pendant un certain moment. Égoïsme corporatiste ou défense des acquis, le débat est déjà dépassé. Car le combat va se dérouler entre les géants de la distribution, obligés de suivre le mouvement. Une bande de joyeux lurons essaie en ce moment de faire passer un souffle d'humour et de dérision dans le sérieux qui caractérise souvent le langage politique. Dans les années 60, on les aurait peut-être baptisés situationnistes. Ce sont eux qui, l'hiver dernier, avaient organisé à Paris des manifestations contre le verglas. Eh bien, ils ont récidivé ces derniers jours et Éric Pierrot est allé les voir et les entendre. Après s'être déjà illustré par un pastiche de Libération et du Monde, le groupe Jalon va sévir une troisième fois. La prochaine victime, le Nouvel Observateur, rebaptisé pour l'occasion Poubelle Observateur ou le Vieil Aspirateur. Mais qui sont ces souris papivores qui n'hésitent pas à s'attaquer aux institutions les plus respectables de la presse? Nous sommes un groupe de jeunes, de tous âges, de toutes origines, de toutes conditions, de tous sexes, et nous sommes décidés à populariser le second degré. En fait, les principaux irresponsables de ce mouvement sont deux honorables assistants parlementaires du Sénat. L'un, Basile Decoq, perruque blonde, travaille au groupe RPR. L'autre, Bruce Taylor, au groupe socialiste. Les autres membres de cette association, une bande de joyeux drilles recrutés pour la plupart dans les contrats-allés de Sciences Po. Dernière grande cause défendue par ces nouveaux philosophes de l'absurde, la libération des faux épouturinges et le respect des droits de l'homme grenouille. Lieu choisi pour leur conférence de presse, une boîte de nuit qui s'appelle, je vous le donne en mille, la piscine. Sans toi la vie est si fade. Nous sommes réunis ici ce soir pour réclamer le droit au bonheur pour Alain et pour Dominique. Car pour être grenouille, on n'en est pas moins homme. Alors tous ensemble, exigeons ensemble ce soir la libération immédiate des épouturinges et la reconnaissance de leur droit à s'aimer librement, sous l'eau ou à l'air libre. Des amoureux auxquels ils ont même inventé pour l'occasion des enfants naturels. Monsieur le Premier ministre, si tu m'entends, rends-moi mon papa et ma maman. Depuis qu'ils sont partis, je pleure tous les jours. Tu peux leur dire que je ne travaille plus aussi bien à l'école, mais j'ai quand même eu 8 en natation. S'il te plaît, rends-les-nous avant Noël. S'il te plaît, s'il te plaît. La manifestation, c'est tout à l'heure, monsieur. Quel est votre but? À moyen terme, nous envisageons de devenir les maîtres du monde. J'espère maintenant que vous avez sous la main ou à proximité un bloc-notes et un crayon. Prenez-les vite car voici maintenant, comme chaque semaine, les pronostics de Soir 3 pour le loto sportif. Et c'est Michel Drey qui nous les présente. 9 matchs nuls au cours du dernier loto sportif, c'est un record. Et pourtant, 13 joueurs ont trouvé les 16 bons résultats. Pour cette grille numéro 12, je vous propose Marseille-Laval, match nul entre les deux formations. Nantes possède la meilleure défense du championnat, match nul contre Auxerre. Nice et Brest devraient s'imposer sur leur terrain. Nancy-Bastia, les Bastiais ne sont pas très à l'aise à l'extérieur, je les vois tout de même prendre un point à Nancy. Paris-Saint-Germain, 19e match sans défaite. Lens-Monaco, deux équipes très proches l'une de l'autre, match nul.
Sochaux est difficile à battre sur son terrain, même si Strasbourg a besoin de points. 3 doubles pour les matchs suivants, succès de Rennes et une croix sur le N. La première victoire à l'extérieur sera peut-être pour Bordeaux, mais le Havre et son buteur Crimaud sont en forme, alors prudence. Deuxième division, si les Nîmois ont l'ambition de jouer en première division, ils doivent s'imposer face au Red Star, mais un nul est très probable. Saint-Étienne, Cannes, Orléans devraient s'imposer sur leur terrain. Nul entre Lorient et Abbeville. Enfin, Guingamp est, après le Racing Club de Paris, la meilleure formation du groupe B. J'ajouterai que le loto sportif n'est pas si facile, mais c'est vrai qu'avec beaucoup de perspicacité et un peu de chance, ça peut rapporter très gros. Alors bonne grille. À la Bourse de Paris, on continue d'avoir le sourire, les valeurs françaises vont toujours bien, et du côté du dollar, une baisse, mais très légère. Henri Leray. Nous voilà sans doute arrivés à un carrefour où bien le dollar maintient en gros ses positions actuelles, ce qui est peu probable, ou bien le niveau des taux américains au jour le jour domine le marché, auquel cas le dollar continuera de glisser dans les prochaines semaines. La Bourse de Paris est encore sous le charme de Rita, le contrat de transmission enlevé par Thomson aux États-Unis. Les valeurs françaises, une fois de plus, ont enregistré une belle hausse dans une excellente ambiance. À Wall Street, enfin, le Dow Jones a flirté durant toute la séance avec le niveau 1400. Malgré quelques prises de bénéfices, eh bien, la cote a très bien résisté puisque le Dow est pratiquement inchangé ce soir. Il y aura un quartet demain à Vincennes et voici les pronostics de M. Courtine. Sur 18 partants, il a choisi d'abord le 10 qui est son joker, le 9, le 17, le 11, le 14, le 18 et le 7. Et puis il y avait un tirage du loto tout à l'heure. Là, la combinaison gagnante était celle que vous voyez, 12, 13, 14, 23, 26, numéro complémentaire, le 15, j'ai oublié le 32, 12, 13, 14, 23, 26, 32. Voilà, j'espère que vous avez noté également. Le temps pour demain, les nuages et la pluie gagneront lentement les régions du sud de la Loire et du Languedoc. L'après-midi, cette pluie remontera sur la moitié nord et des éclaircies apparaîtront dans le même temps du golfe du Lion au Pays Basque. Les températures, elles seront fraîches le matin et ensuite elles marqueront une légère hausse. Elles pourront aller jusqu'à 10 ou 14 sur la moitié nord et jusqu'à 15 à 21 sur la moitié sud. Dans un instant, cette édition se poursuit comme chaque mercredi avec la page spéciale cinéma présentée par Henri Chapier. Et ce soir, Mozart est à l'honneur. Avant de le retrouver, je vous précise nos deux rendez-vous pour demain. 19h, la première édition avec Richard Tripot. Et à 22h, l'édition de la soirée. Elle sera un peu spéciale demain car nous la réaliserons en direct de Clermont-Ferrand. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Football, très belle victoire de Nantes contre Belgrade en Coupe d'Europe, 4-0. Pologne, changement pour la forme. À la tête de l'État, le général Jaruzelski conserve tous ses pouvoirs. Eureka, le programme est en route. 18 pays européens ont signé aujourd'hui une charte commune. Hypermarché, la bataille continue autour des projets d'ouverture le dimanche. La page spéciale cinéma maintenant avec Henri Chapier. Non vedrai il farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle vende tormenta al riposo, Narcisetto Adolfino d'amor. Delle vende tormenta al riposo, Narcisetto Adolfino d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e gallante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Cette semaine, Mozart, le divin Mozart, est absolument partout sur nos écrans. D'abord, dans Les Noces de Figaro. C'est une production de la télévision allemande. Elle est absolument étonnante. Elle est signée Jean-Pierre Ponel. Ça, c'est un nom très connu dans les milieux lyriques, parce qu'il a fait des mises en scène d'opéra un peu partout dans le monde, et notamment au Festival de Salzbourg. Alors, le film que vous allez voir, le film de Ponel, il a une distribution également assez rare. Fischer-Dieskau,
Kiri Te Kanawa et beaucoup d'autres qui sont des stars de l'art lyrique. Voilà pour les amateurs d'opéra et peut-être aussi pour les amateurs de cinéma qui ne retrouveront pas là tout à fait la novation et le courage de Joseph Losey dans Don Juan, mais qui auront quand même droit à une musique qui est mise en scène sans qu'elle soit dénaturée. En revanche, le Mozart côté coulisses, c'est le sujet du film de Christine Laurent. C'est un film sur la vie des acteurs de deuxième ordre, ceux qui ne seront jamais des divas, des stars. Et là-dessus, Magali Noël a un point de vue tout à fait passionnant, parce que pour une fois, elle accepte d'incarner un personnage qui est plutôt dans l'ombre. Ce personnage est un personnage qui est très fragile. Moi, on m'a toujours donné des rôles très costauds, très fortes, la femme Fellini dirait potenta, voilà. Et là, c'est un personnage différent parce que c'est un personnage complètement écorché. C'est une femme qui, par abnégation amoureuse, par amour, est passée à côté d'une très grande carrière. Elle ne sera jamais une grande chanteuse, elle sera toujours une chanteuse médiocre. Pourquoi? Par amour pour un chef d'orchestre qui, lui, s'en fiche éperdument. Finalement, il l'aime, il a beaucoup de tendresse pour elle, mais ils ont peut-être eu une histoire dans le temps. Mais je veux dire, lui est amoureux fou, c'est un esthète complet d'une grande diva insurpassable qui va mourir. D'ailleurs, toute l'histoire part de là. En fait. Je peux avoir du silence, s'il vous plaît? Monsieur Fischmeyer. Non! Il faut bien qu'il sache, non? Non so più cosa son, cosa faccio, or di fuoco ora sono, ora ghiaccio, ogni donna cangiar di colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. Sola i nomi d'amor di diletto, mi si turba, mi salta dal petto, Eh bien, pour moi, cette diva insurpassable, effectivement, elle est morte parce qu'elle renonce à la scène. Elle n'est pas morte comme ça physiquement, mais pour moi, elle est morte pour l'art. Et c'est ce qui se passe pour ce grand chef dont je suis amoureuse, c'est que pour l'art, cette diva est morte et il ne le supporte pas. Voilà, c'est à ce degré-là, tout est dans la démesure dans ce film. C'est pour ça que j'aime ce film. Et puis, par moments, pof, on se trouve dans des petits cafés, comme vont tous les acteurs après les spectacles, un peu étourdis de ce qu'ils ont donné, ils sont vidés. Alors c'est vrai, Magali Noël, que ce rôle est vraiment un rôle de composition pour vous, parce que dans la vie, vous êtes un sacré tempérament, oui, comme on peut dire. Hein. Oui, mais alors, je vais vous dire, Michel, de bonnes compositions. De bonnes compositions. Je suis heureuse d'avoir fait ce rôle. Aussi parce que d'abord, moi j'ai toujours été fascinée par l'opéra. Bon, je n'ai pas une voix d'opéra, mais c'est m'amuser parce que par exemple, un des arias que je chante de la comtesse, Porgi amore, bon. Moi je l'ai chanté vraiment. Je l'ai chanté avec ma voix qui n'est pas une voix d'opéra, mais je l'ai chanté sur le souffle et la respiration d'Evelyne Brunner qui m'a prêté sa voix pour le rôle. Et ça m'a beaucoup aidée. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est peut-être fantastique d'arriver à survoler comme ça le monde quand on chante, c'est merveilleux. Les réalisateurs français ont bien raison de dire qu'on n'est jamais content de ce qu'ils font. Lorsque Daniel Vigne a fait Martin Guerre, eh bien, nous l'avons critiqué. Enfin, certains d'entre nous. Et il nous est revenu avec un grand succès au retour de New York, où le film a été présenté. Et puis maintenant, avec Une femme ou deux, on se demande pourquoi il a fait une comédie à l'américaine et pourquoi Gérard Depardieu doit à tout prix ressembler à Cary Grant. Le mieux, c'est que Daniel Vigne s'en explique lui-même. J'ai fait un film comme ça, qu'on aurait envie de voir un soir où les choses vont mal, un film qui soit un divertissement et qui soit comme une espèce de coupe de champagne, enfin, quelque chose qu'on a envie
qu'on a envie de déguster avec des amis. J'ai essayé de faire un film avec au fond, qui est sous-tendu aussi par le problème du temps, avec des choses très sérieuses, mais la comédie, elle naît toujours à partir du sérieux. La semaine prochaine, nous allons voir L'année du dragon, le nouveau film de Cimino. Ce film qui a divisé l'opinion aux États-Unis. D'abord parce qu'on a accusé Cimino d'être raciste lui-même. Eh bien pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'est penché sur le problème de la drogue à l'intérieur de la communauté chinoise. Il est évident que tous les Chinois ne sont pas des trafiquants de drogue, mais il est non moins clair que la police américaine ne peut absolument pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de Chinatown, que ce soit à San Francisco ou que ce soit à New York. Eh bien, ce problème, Cimino l'a traité sans aucune espèce de complaisance. Mais on ne peut pas dire qu'il ait pris une attitude raciste en tant que cinéaste. Ce qu'il démontre, ce sont les luttes organisées au sein de cette communauté par les gros bonnets de la drogue qui ont recours à une violence sanguinaire. Chinatown. Today there were 43 gang arrests, 3 gambling parlors raided, 6 sweatshops busted, and now in an opening blow at the man who's been called the godfather of Chinatown, Joey Tai. Captain White has padlocked his restaurants on a health violation. Needless to say, a crackdown is in the works, and although District Attorney Jane Hatzman denies it, a major drug conspiracy case is rumored to be pending against various respected older members of the Chinese